Bienvenue pour la revue de l'actualité crypto. Cette semaine, on va faire un petit tour de l'actualité d'abord, puis on va s'en servir pour jaser un peu entre nous. Juste pour rappel, je vais partager mon écran pour que vous soyez capable de voir. Et voilà, c'est parti. Donc, vous voyez bien ici mon écran? Oui. Alors, pour rappel, c'est dans la communauté, une fois qu'on est connecté, qu'on a accès ici via les rubriques. Alors, l'onglet 3, qui est celui de l'actualité. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir discuter de ce qui s'est passé cette semaine. Donc, si jamais vous avez envie aussi de lire certaines réflexions ou poser des questions, vous pouvez toujours utiliser la rubrique 1. C'est une rubrique où tout le monde a accès en écriture et tout le monde peut interagir, bien sûr. Par exemple, ici, sur cette nouvelle-là, vous pouvez facilement commenter, ajouter un commentaire ici. Tout le monde c'est possible pour tout le monde d'écrire des commentaires et d'interagir entre nous. Fait que voilà, commençons par l'actualité de la semaine. On est présentement le lundi 17 novembre. Une des premières nouvelles qui a marqué mon attention énormément, qui est peut-être plus récente en fait, c'est celle du Luxembourg. Alors, on a eu, lors d'un speech à Bitcoin Amsterdam, le ministre des Finances du Luxembourg qui est venu livrer un vibrant plaidoyer pour Bitcoin et qui a annoncé du même coup que à travers son fonds souverain intergénérationnel, je pense que c'est l'équivalent du fonds de génération au Québec, donc ils ont l'intention de prendre 1% de ce fonds-là et de l'attribuer en actifs Bitcoin et uniquement Bitcoin. Alors c'est super parce que c'est un statement aussi, donc il ne se range pas uniquement du côté des cryptoactifs ou de la dimension volatile ou l'appât du gain ou quoi que ce soit. Il y a vraiment aussi un positionnement clair qui est fait par le Luxembourg en lien avec Bitcoin. Donc, ça devient le premier pays au monde à avoir officiellement un fonds. Alors, ils viennent de couper l'herbe sur le pied à notre ami Donald et ses amis Crypto Bro dans le bureau ovale qui, depuis longtemps, essaient de mettre en place un fonds stratégique en Bitcoin aux États-Unis. Et puis ça, c'est au niveau fédéral aussi remarqué qu'il y a au niveau des États, donc chacun des États des États-Unis a sa propre course par rapport à ça. Si jamais ça vous intéresse, il y a possibilité de voir une carte interactive qui nous montre l'état de l'avancement de tout ça. Je pourrais vous donner éventuellement un lien vers le récapitulatif de la rencontre dans le petit courriel que vous allez recevoir. Autre nouvelle cette semaine qui a attiré mon attention. Il y a eu une sortie, en fait, d'un livre bleu du Parti québécois. Et puis, c'est dommage parce que Carl n'est pas sur l'appel. Je pense que ça l'aurait bien intéressé. Carl a malheureusement perdu sa mère cette semaine. Donc, il est dans ça présentement. Petite pensée pour lui. Et donc, Carl avait pris soin de m'envoyer le livre bleu, en fait, une partie du livre bleu qui concerne la politique monétaire du Parti québécois. Dans le fond, le livre bleu, c'est un peu comme le document fondateur d'un programme politique au moment de partir en élection, éventuellement. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'il se positionne sur 3 scénarios. Un scénario qui utilise le dollar canadien, un autre scénario qui utilise le dollar américain et un autre scénario que c'est l'instauration d'une monnaie québécoise. Mais en aucun cas, il y a de mention de crypto-monnaie, de stablecoins, de relation entre une monnaie qui est une crypto-monnaie et puis des bons du trésor. Ça n'a pas été creusé à ce niveau-là. Et donc, ça m'a fait, bien sûr, personnellement réagir. Je me suis amusé à imaginer un 4e scénario. Si ça vous intéresse, ça va me faire plaisir de vous présenter ça lors de notre prochaine rencontre. Alors, j'ai fait une petite critique du plan du PQ en matière de politique monétaire et c'est à suivre. Fait que voilà, je vous inviterai à ce moment-là. On pourra en parler entre nous. Je préférerais attendre Carl parce que Carl, c'est un sujet qui l'intéresse énormément. Autre nouvelle aussi qui a attiré l'attention, le 7 novembre dernier, c'est sorti une information à l'effet que le BSIF, dans le fond, c'est le Bureau du surintendant des institutions financières, OK? Ils se sont positionnés maintenant au niveau réglementaire pour permettre aux banques et aux assureurs canadiens de s'exposer jusqu'à 5% de leur capital Tier 1 aux cryptoactifs du groupe 2 comme Bitcoin. Donc, eux autres qui ont commencé à classifier, si vous voulez, les différents types de cryptoactifs. Donc, Bitcoin, probablement que c'est un groupe 2, mais en sa qualité de commodité en anglais ou bien de matière première, plus qu'une securities ou une action ou un actif de spéculation, donc ou de valeur mobilière. Alors, c'est intéressant de voir que c'était limité jusqu'à 1% avant, qui change d'idée dernièrement et qui décide de monter ça à 5%. Ce qui n'est pas étranger non plus avec les recommandations
de BlackRock, iShares en général, c'est-à-dire une exposition de 3 à 5 officiellement, ils se sont vraiment positionnés pour dire de 1 à 2 clairement, c'est ce qu'on voit par écrit un peu partout, mais il y a eu des moments où est-ce que Larry Fink de BlackRock a parlé de 3 à 5 aussi. Alors, clairement, on voit que le 5 est un peu le chiffre magique à ne pas dépasser pour des institutions financières qui sont, somme toute, plus conservatrices. Autre information importante, il y a eu le lancement du budget. Vous m'excuserez, il y a une petite coquille ici. Donc, budget 2025, des plans pour les crypto-monnaies stables. Alors, on a un article de François Rémy qui, par ailleurs, a gagné le prix Orange des déchaînés cette année à la Bitcoin Conference au Rialto en octobre dernier. Et puis, et donc, c'est un des journalistes qui fait une super couverture très rigoureuse de ces sujets-là. Et donc, il a fait un article dans Les Affaires couvrant le fait que dans le budget, il y a quelque chose qui fait allusion à une légifération sur les stablecoins à venir et ça s'en vient bientôt. Alors, j'ai commencé ici par vous faire vous rappeler un peu quel est l'objectif. Là. En général, le futur projet de loi des crypto-monnaies stables, des stablecoins, annoncé dans le cadre du budget du budget là, de 2025 là, de Mark Carney, imposera aux émetteurs de maintenir des réserves suffisantes. C'est-à-dire que pour émettre un stablecoin, ça prend vraiment $1 en banque. De mettre en place des politiques de rachat et des cadres de gestion de risques solides tout en protégeant les données personnelles et sensibles des Canadiens. Donc, c'est clairement énoncé. Donc, je vous ai mis ici un petit screenshot de ce qu'on retrouve dans le budget 2025 à cet égard-là. Il y a une mention évidemment de crypto-monnaies stables un peu partout, mais clairement, il est question de transformer l'expérience de paiement pour les Canadiens. Et venant d'un gouvernement dont un ex-banquier central 2 fois dans le passé et maintenant à la tête à titre de premier ministre, c'est quand même assez surprenant, mais je pense que c'est de comprendre que la course entre la monnaie numérique de banque centrale d'une part et la monnaie numérique émise par les banques privées ou les services monétaires privés, c'est-à-dire les stablecoins, la course est difficile à gagner d'un point de vue de monnaie numérique de banque centrale parce que clairement, c'est un scénario où on exclut toutes les banques, alors que le stablecoin fait en sorte que chacune des banques peut en arriver éventuellement à avoir son dollar canadien. Ça voudrait dire qu'on va avoir le dollar de la Banque nationale, le dollar Desjardins, le dollar RBC. Ça pourrait être très intéressant de voir ce qu'il y en est. Pour vous, c'est transparent quand vous faites présentement des transactions, mais il reste que c'est déjà le cas. On utilise déjà des dollars Desjardins entre Desjardins, RBC, etc. Il y a des compensations qui se font au niveau de la comptabilité. Mais chose certaine, c'est que quand vous êtes chez Desjardins, logué sur Accéder Desjardins et que vous faites un virement Interac, ben vous utilisez vraiment les dollars numériques ou des unités de compte qui sont dans le système de Desjardins. Donc, ça va peut-être venir uniformiser, je dirais, l'interopérabilité des différents dollars numériques de chacune des institutions. Alors, c'est intéressant, en fait, de voir que il y a quelque chose dans le budget par rapport à la légifération des stablecoins. À ce titre-là, j'attire aussi votre attention sur une entrevue, puis vous pourrez aller voir, j'ai mis un lien dans l'actualité vers un article de blog que j'ai fait qui est disponible sur la page d'accueil, sa porte d'entrée. Là. C'était comme trop important pour mettre ça juste en privé entre nous. Parce qu'il y a une converse qui a eu lieu entre le gars de Surfing Bitcoins, là, qui a un podcast, et puis un analyste économiste qui s'appelle, en fait, quelqu'un qui travaille dans le milieu des paiements depuis longtemps, qui s'appelle Michel Kazaka. Et vous pourrez écouter ça en français, bien sûr, leur échange. Vous pourrez éventuellement écouter une espèce de converse podcast que j'ai fait grâce à l'AI, où est-ce que vous allez pouvoir comprendre un peu plus qu'est-ce qu'il y en est. Mais Michel Kazaka sonne l'alarme sur le fait que le stablecoin est en somme dangereux et il explique pourquoi. Et en gros, c'est qu'il y a une possibilité qu'il y ait une double dépense, en fait. Puis c'est dans la section ici. 3, une bombe à retardement inflationniste. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est assez bullish comparativement à Bitcoin, parce que si on est dans un monde où est-ce que les stablecoins ouvrent une brèche à la double dépense, c'est-à-dire que votre dollar peut être utilisé 2 fois dans le système, c'est nécessairement inflationniste. Quand on double une masse monétaire à chaque fois, si on crée $1, donc déjà on augmente la masse monétaire et que ce dollar-là peut avoir 2 vocations d'usage à la fois, ça peut être assez dangereux au niveau de la création d'inflation, ce qui pourrait peut-être créer jusqu'à 3 à 6 de plus d'inflation. Qu'est-ce qui se passe quand il y a plus d'inflation dans une économie? Ben, on cherche les valeurs refuges. En général, moi je l'ai vu là, en Russie quand j'étais plus jeune, on cherche à vendre ses roubles pour du dollar américain. On cherche à ne pas garder notre monnaie dans la devise courante parce qu'elle a tendance à perdre la valeur en termes de pouvoir d'achat. Donc ça veut dire que ça pourrait peut-être positionner Bitcoin comme une réserve stratégique de valeur par rapport à une augmentation
l'augmentation de l'inflation causée par l'adoption des stablecoins. C'est très intéressant. C'est tout expliqué ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque aujourd'hui, le but, c'est vraiment de faire une revue de l'actualité. Alors, est-ce que je suis capable de revenir ici? Oui, comme ça. Donc, voilà, ici. Et puis, oui, ben, il y a un petit complément d'information aussi que j'ai mis là. Ça fait 6 jours, donc un complot de 37 000 milliards de dollars, ce que la Russie révèle sur le plan secret des États-Unis. Vous irez voir ça. En gros, il y a beaucoup d'analyses qui se font par rapport à l'adoption des stablecoins aux États-Unis et en quoi c'est une mécanique pour exporter de la dette et pour pouvoir éventuellement augmenter la possibilité de l'État de grossir davantage aux frais des porteurs de cette dette-là via les stablecoins. Donc, c'est super intéressant. Vous irez regarder ça si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est un petit dossier que j'ai fait. Moi, quand je tombe sur quelque chose qui est intéressant sur YouTube et qui est en anglais, j'essaie de vous le vulgariser en français en espérant que vous aurez l'occasion, éventuellement, en char, de cliquer sur le bouton play puis d'être capable de l'écouter ou bien même de télécharger le truc et de l'écouter. Fait que voilà, si je reviens, bien sûr, à l'actualité, je pense que c'est pas mal ça fait pas mal le tour. Moi, je pourrais dire que la dernière fois que j'ai contribué, dans le fond, à cette section-là, de l'actualité, c'était pour parler du fait qu'il y avait des 5 signaux d'alarme comme quoi l'intelligence artificielle est à son plus haut et qu'il y a une espèce de carrousel ou de cercle vicieux ou une boucle d'échange d'argent entre des gros joueurs qui donne un faux semblant de croissance de chiffre d'affaires. Donc, intéressant. Si jamais ceux qui n'étaient pas là, je pense que j'en ai parlé la dernière fois, si je ne me trompe pas, si jamais vous avez l'occasion, vous pourrez aller lire cet article-là qui explique pourquoi on serait dans une bulle probablement pire, sinon plus que celle de la bulle des subprimes en 2008, où les banques prêtaient à des gens pas solvables beaucoup d'argent pour s'acheter des maisons qui n'ont pas été capables de rembourser dès qu'on a commencé à monter les taux d'intérêt. Fait que voilà pour ce qui est du tour de l'actualité de la semaine. Ce que je vous dirais, c'est que ça sera en fait le compte rendu de l'actualité va être envoyé par un petit courriel avec quelques petits liens où vous allez pouvoir les voir et les lire. Puis à ce stade-ci, je vais arrêter l'enregistrement et je vais permettre à tout le monde d'ouvrir leur micro pour qu'on puisse discuter de ces actualités-là, puis de répondre à vos questions live en spectacle. Fait que voilà, merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine.